Nous avons jusqu'à présent passé en revue ce qui fait que les êtres vivants sont des systèmes qui fonctionnent bien, qui peuvent survivre, se développer, se reproduire, évoluer, etc. Mais malheureusement, il n'en est pas toujours ainsi, et précisément à cause des éléments qui entrent dans les processus vivants, du fait même de la complexité, du grand nombre de paramètres qui entrent en jeu, des mutations qui peuvent intervenir et qui peuvent se révéler positives ou négatives selon les jugements de la sélection dite naturelle. Alors, il nous faut maintenant envisager une mauvaise clé, si j'ose dire, à savoir l'apparition d'anomalies qui, au même titre que les bonnes réactions ou les bonnes transmissions, peuvent faire partie des possibles. Oui, c'est juste. Ces anomalies, elles se manifestent chez toutes les espèces animales ou végétales. Je crois qu'il est peut-être intéressant pour nos éditeurs d'entendre un peu parler de ce qui se passe chez l'homme. Et de ce point de vue, je crois qu'il y a deux types d'anomalies qu'il faut considérer. Celles qui résultent d'accidents qui se font au cours de ce processus qui conduit à la formation des gamètes et que nous avons appelé la méiose, et ceux qui résultent de mutations de certains gènes. Alors, en ce qui concerne le premier point, la méiose est un phénomène extrêmement complexe. Et il est clair que dans un phénomène aussi complexe, il peut arriver des accidents. Je vais prendre comme exemple tout d'abord celui qui concerne les chromosomes qui sont en rapport avec la détermination du sexe dans l'espèce humaine. Les spermatozoïdes produits par le père peuvent porter soit un chromosome X, soit un chromosome Y parmi les 23 chromosomes qui constituent un gamète mâle. Les ovules fournis par la mère ne contiennent qu'un chromosome X. Autrement dit, la constitution génétique du père en ce qui concerne ses chromosomes est XY, il produit deux types de gamètes X et Y. La constitution génétique de la mère est XX, elle produit toujours des ovules ayant un chromosome X. Lorsque un spermatozoïde rencontre un ovule, il peut lui apporter soit un X, soit un Y. S'il lui apporte un X, l'œuf sera du type XX et l'enfant qui naîtra sera une fille. Si le spermatozoïde portant Y rencontre un ovule, l'œuf sera XY et l'enfant qui naîtra sera un garçon. Ce qui veut dire qu'il y a environ une chance sur deux pour avoir soit une fille, soit un garçon lors d'une première grossesse. Une fois ce garçon ou cette fille né, il y a encore une chance sur deux pour que le deuxième enfant à naître soit une fille, soit un garçon. Le hasard n'a pas de mémoire. Au cours de ce processus de formation des gamètes, au cours de la méiose, il peut donc y avoir des anomalies telles que, par exemple, au lieu de recevoir un chromosome X seulement, l'un des gamètes reçoive deux chromosomes X. Et par conséquent, un autre gamète ne recevra pas. Si ce gamète qui contient deux chromosomes X qui sont restés attachés, qui sont passés ensemble, est fécondé par un spermatozoïde de type X, on aura un œuf qui sera du type XXX. Étant du type XXX, 3X, c'est une fille qui naîtra, mais c'est une fille qui sera affectée dans ses caractères. Elle ne sera pas, disons, normale, encore qu'il faudra définir la normalité, elle ne sera pas normale, en tout cas, elle ne sera pas normale du point de vue de ses organes génitaux internes et externes. Le même processus peut aboutir à avoir des individus qui sont 3X et un Y, ou 2X et un Y, et de nombreuses combinaisons qui sont ainsi possibles. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'il y a un Y, quel que soit le nombre d'X, on a un individu qui a les aspects d'un homme. C'est-à-dire que c'est le chromosome Y qui impose le caractère masculin sans qu'on sache exactement encore selon quel mécanisme. Alors, il n'y a pas que les chromosomes X qui peuvent être X et Y qui peuvent être soumis à ce genre d'accident. Tous les autres chromosomes peuvent également se voir transmis en plusieurs exemplaires à un œuf. Et l'un des cas les plus classiques et les mieux connus, c'est celui de la trisomie 21. Trisomie, pourquoi ?
Parce qu'il y a 3 chromosomes, 21. 21 pourquoi? Parce qu'on sait dénombrer et numérer les chromosomes humains, qu'il y a 2 chromosomes 21 dans les cellules diploïdes, un chromosome 21 dans les gamètes, mais qu'il peut arriver par accident qu'un gamète contienne 2 chromosomes 21. S'il est fécondé normalement, on aura donc un œuf avec 3 chromosomes 21. C'est ce qu'on appelle la trisomie 21. Et ceci se traduit par ces enfants dont vous connaissez tous l'aspect, qu'on appelle des Mongoliens. Ce type d'anomalie ne concerne pas que le chromosome 21. Il y a d'autres anomalies du même type qui concernent d'autres chromosomes. Dans tous les cas, ça se traduit par un aspect tout à fait particulier et surtout par un retard mental plus ou moins accentué. Ce type de trisomie 21 n'est en principe pas héréditaire. C'est un accident qui survient au cours de la méiose et qui est d'autant plus fréquent que la femme est plus âgée. On estime en effet que des femmes âgées d'une quarantaine d'années, chez ces femmes âgées d'une quarantaine d'années, le risque d'avoir un enfant mongolien est beaucoup plus élevé que chez les femmes plus jeunes, si on ne considère que ce mécanisme du mongolisme. Le deuxième type de mécanisme, là il s'agissait d'anomalies de nombre. Le deuxième type de mécanisme, c'est ce qu'on appelle les anomalies de structure. C'est-à-dire que là aussi il s'agit d'accidents. Des fragments plus ou moins longs d'un chromosome donné vont s'accrocher sur un autre chromosome. Par exemple, un fragment de chromosome 21 pourra s'accrocher sur un chromosome 15, par exemple. Et alors là, le chromosome qui est ainsi anormal du point de vue de sa constitution va être transmis à la descendance selon des modalités qui sont bien connues et qui font que s'il s'agit du chromosome 21 accroché au chromosome 15, par exemple, dans la descendance d'un couple qui apparaît normal et qui est normal, on peut avoir, si l'un des parents porte ce chromosome particulier, parmi les enfants, il y a une probabilité pour chacun d'avoir soit un enfant non viable, soit un enfant tout à fait normal, soit un enfant normal et qui porte à son tour le chromosome en question, soit encore, avec une égale probabilité, un enfant mongolien. Par conséquent, sur 3 enfants viables, un enfant mongolien. Mais encore une fois, il ne s'agit que de probabilités. L'ensemble de ces accidents, qui n'est pas encore une fois réservé à l'espèce humaine, l'ensemble de ces accidents est à l'origine de ce qu'on appelle la plupart des avortements spontanés qui font que lorsqu'un œuf est formé du fait de la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde, il n'est pas du tout certain qu'il va se développer jusqu'au bout. Si les anomalies ne sont pas trop graves, elles vont aboutir à des enfants qui seront viables, mais qui présenteront des caractères particuliers, en particulier des caractères de débilité mentale. Si, au contraire, ces anomalies sont trop importantes, on aboutit à un avortement spontané qui rend compte du fait qu'il y a une chance sur 2 pour qu'un œuf fécondé arrive jusqu'au bout de son développement. Juste un dernier mot pour en finir avec ce problème d'anomalie concernant le mongolisme. Celui dont l'origine se trouve dans un chromosome qui a une structure anormale est le plus rare. Il ne rencontre que pour 5% des cas de mongolisme et sa fréquence ne dépend pas du tout de l'âge des parents. Bien, alors là on vient de voir comment des accidents dans le processus de transmission peuvent expliquer certaines anomalies qui vont affecter un individu, enfin je veux dire soit sa forme, soit son fonctionnement, sans que cela puisse affecter sa descendance. Alors par ailleurs et à l'inverse, si j'ose dire, il peut y avoir des anomalies génétiques qui n'ont pas d'apparence visible immédiate, mais qui vont avoir des conséquences importante dans le développement et la vie de l'individu et également de sa descendance. On peut alors à proprement parler de maladie héréditaire. Alors, est-ce que ces deux formes d'anomalies s'expliquent de la même façon ou alors est-ce qu'il s'agit de deux processus radicalement différents? Il y a des explications plus spécifiques et je vais vous citer un certain nombre de cas où il est clairement montré
qu'il s'agit d'un gène et d'un seul gène muté qui est en cause. Alors, on ne va pas faire un catalogue de ce genre de maladie, mais je voudrais simplement essayer, en traitant, de montrer quelle est l'importance relative du milieu et du génotype dans les manifestations de ces maladies. L'une des maladies dont je voudrais dire un mot, c'est ce qu'on appelle la xérodermie pigmentaire, qui se manifeste chez des jeunes enfants par le fait que lorsqu'ils sont exposés au soleil, ils développent des taches pigmentaires rouges qui sont en réalité le reflet de dysfonctionnements au niveau des petits vaisseaux sanguins qui saignent. Ceci aboutit à la formation de cicatrices. Ces cicatrices sont à leur tour à l'origine de multiples cancers de la peau et de métastases, et l'enfant ou l'adolescent meurt très tôt. On connaît la cause de cette maladie. Il s'agit d'un gène qui commande la production d'une protéine inactive dans la réparation des lésions qui sont causées par les rayons ultraviolets sur le DNA. Chez ces sujets, donc, le gène, qui doit être en double dose, puisque le caractère est récessif, il n'y a pas réparation des lésions. Alors ceci signifie deux choses. Tout d'abord qu'au moins, on sait, ça veut dire que certains cancers, tout au moins, ont pour origine des lésions qui se situent au niveau du DNA, qui sont produites par les rayons ultraviolets ou d'autres. La deuxième chose, c'est que le milieu intervient dans la réalisation de ce caractère particulier, parce que si les enfants ne sont pas exposés au soleil, ils ne développent pas cette maladie. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est celui qui est fourni par la galactosémie. Les enfants en question développent des troubles, des diarrhées, des vomissements, dès qu'ils commencent à s'alimenter, dès que leur fournit du lait. Si on n'intervient pas suffisamment tôt en supprimant l'apport lacté, ils vont développer une cécité rapide et il a un développement mental qui sera retardé, qui fera que ces enfants seront débiles pendant le reste de leur jour. Là aussi, on connaît la cause. Les enfants qui se nourrissent absorbent du lait. Ce lait, normalement, est scindé en ces deux constituants, le galactose et le glucose. Chez les organismes non mutés, le galactose est utilisé normalement. Chez l'organisme muté qui porte la mutation, le galactose n'est pas utilisé et il devient l'origine de produits toxiques. Mais là aussi intervient le milieu, en ce sens que si prévenu par un test préalable ou connaissant la constitution génétique des parents, on sait que l'enfant qui naît est un galactosémique, on peut, si l'on supprime le lait dès les premiers jours de la vie, empêcher l'apparition des troubles. Le troisième exemple est un exemple malheureusement intéressant aussi. Il s'agit de jeunes garçons, cette fois, parce qu'il s'agit d'un gène qui est porté sur le chromosome X. Il s'agit de jeunes garçons qui ont un comportement tout à fait particulier, en ce sens qu'ils ont une tendance compulsive à se mordre les doigts, les lèvres, la langue, jusqu'à s'amputer. Ils sont parfaitement conscients de la douleur qu'ils vont ressentir, mais ils ne peuvent pas s'empêcher. C'est une compulsion obsessionnelle. Là aussi, on connaît le trouble biochimique. Mais là, malheureusement, on ne sait pas pallier les effets de la mutation. Autrement dit, il faut, dans ce cas, puisque c'est une maladie qui provoque une débilité assez prononcée et surtout ces symptômes tout à fait particuliers, si les parents le désirent, il faut procéder à un avortement, à condition que l'on sache, bien entendu, que le fœtus à naître porte l'anomalie en question. Alors on a maintenant les moyens de le savoir. Et par conséquent, on peut intervenir très tôt et proposer l'avortement aux parents. On sait que tout de même, depuis une dizaine d'années, la génétique, notamment la génétique moléculaire, a fait d'énormes progrès. Alors, est-ce que, en face de ces risques, ou même de ces maladies déclarées, il n'y a pas maintenant des possibilités d'intervenir autrement que simplement en modifiant l'environnement ou les conditions d'environnement? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'intervenir sur le gène? Possibilité d'intervenir sur le gène, pas encore. Possibilité de déceler chez le fœtus, par les méthodes de génie génétique,
une anomalie qui qui devrait conduire à un enfant anormal, oui. Mais c'est un palliatif, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut proposer aux parents, c'est l'avortement. Alors là, je peux prendre un exemple qui est un exemple assez récent, c'est celui d'une maladie héréditaire qui s'appelle la phénylcétonurie ou encore oligophrénie phénylpyruvique. C'est une maladie assez répandue qui est sous la dépendance d'un seul allèle, là encore, c'est une maladie, le caractère est récessif. Il s'agit d'enfants qui ont un mauvais métabolisme d'un acide aminé, comme la phénylalanine, du fait que l'enzyme en cause est peu actif, il y a des produits toxiques qui s'accumulent, ce qui aboutit à des retards mentaux importants. On peut, si l'on est prévenu, et il y a des tests qui permettent dès la naissance de savoir qu'on a affaire à un phénylcétonurique, intervenir par le biais du milieu. Le milieu, en ce sens, ce sera l'alimentation. Mais ça veut dire qu'il faut pendant des années, et je veux dire pendant des années, faire observer à ces enfants un régime extrêmement strict, de façon à ce qu'ils ne présentent pas des troubles, et encore, on n'est pas certain qu'ils n'en présenteront pas. C'est pourquoi il est intéressant dans les familles à haut risque, c'est-à-dire dans les familles où on sait qu'il y a déjà des enfants de ce type qui sont nés, où on a pu déceler les parents, il est intéressant de pouvoir éventuellement proposer un avortement aux parents en question. Pour cela, on dispose depuis peu de temps d'un moyen qui est fondé sur les méthodes du génie génétique. Alors, je vais peut-être faire une petite parenthèse pour ça, avant d'en venir là. Un gène, finalement, c'est environ, chez l'homme en tout cas, la millionième partie de la molécule de DNA. Il faut donc pouvoir, si on veut étudier un gène, le sortir de cet environnement, l'isoler, le détecter et l'amplifier. Alors, pour le détecter, il faut avoir une sonde. C'est ce qu'on appelle une sorte de hameçon. En bref, on sait maintenant mettre dans des bactéries la totalité du génome humain qui est coupé en petits morceaux. Et il va s'agir, dans cette immense population, de repérer la bactérie qui est porteuse du gène en question. Quelle sonde va-t-on utiliser? On va utiliser comme sonde ce qui peut reconnaître facilement un DNA, c'est-à-dire un autre DNA. Mais quel DNA? Le DNA qui aura été formé à partir du RNA messager qui est responsable de la biosynthèse de la protéine qui est sous le contrôle du gène. Autrement dit, on va commencer par essayer, ayant décelé le trouble biochimique, d'isoler le RNA messager qui commande la biosynthèse de cette protéine. Puis comme ce RNA messager, il est fragile, on n'a pas beaucoup, et puis il n'est pas facile, on a en très petite quantité, on va s'en servir sur ce RNA, s'en servir comme matrice pour construire une molécule de DNA qui sera complémentaire de ce RNA messager. Si cette molécule est synthétisée dans des conditions où les précurseurs qu'on lui fournit sont radioactifs, on aura une sonde qui sera radioactive. De sorte que si sur un tapis de bactéries qui contiennent l'ensemble des gènes humains, qui les ont incorporés, on étale ou on dilue, on ajoute plus exactement, c'est une préparation de la sonde, celle-ci va se coller spécifiquement au gène que l'on recherche. Et celui-ci sera illuminé en quelque sorte, il apparaîtra en autoradiographie par des moyens sur lesquels je n'ai pas à insister, ce qui permettra de le repérer. Une fois qu'on l'a repéré, il suffit de le faire en sorte que la bactérie se multiplie, que la bactérie qui porte ce gène se multiplie, et là, on profite, comme on l'a vu ces derniers temps, du pouvoir d'amplification des bactéries pour avoir des quantités de gènes aussi nombreuses qu'on veut. Il suffit ensuite de sortir le gène des bactéries en question. Alors, une fois qu'on a le gène, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, on peut déterminer la séquence de ces bases, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les bases sont agencées les unes par rapport aux autres, ça c'est un premier point. Et puis, on peut aussi déterminer les points où il est sensible à l'action de certains enzymes qui découpent l'acide désoxyribonucléique. C'est-à-dire qu'il y a sur la molécule d'un gène, un petit groupe de bases qui est reconnu par cette enzyme. Si cette enzyme le reconnaît, la molécule de DNA va être coupée et on pourra isoler les deux fragments et par conséquent avoir des renseignements sur l'architecture du gène.
À la suite d'une mutation, il peut se faire que le site de reconnaissance de l'enzyme soit modifié. Et par conséquent, l'enzyme ne va pas reconnaître ce site de reconnaissance, il ne la va pas couper. S'il ne coupe pas, on va donc avoir, au lieu d'avoir une molécule en 2 morceaux, on va avoir un seul morceau de molécule. Et on pourra donc savoir que le gène auquel on s'intéresse est un gène muté. Alors, je n'insiste pas sur les détails, on peut utiliser plusieurs sortes d'enzymes de ce type. On trouve toujours, finalement, on réussit toujours à trouver un gène qui s'est trouvé muté pour un site de reconnaissance à un de ces enzymes. Si on revient à la détection anténatale, eh bien, c'est le même principe. Cette fois, on va partir de fibroblastes ou de cellules du corps du fœtus, par exemple. On va les prélever et puis on va extraire le DNA et on va voir si ce DNA contient ou non des gènes qui sont sensibles à l'enzyme qu'on a étudiée. Si oui, s'il est sensible, c'est que l'allèle est normal. S'il n'est pas sensible, c'est que l'allèle est muté. Et par conséquent, on peut savoir de façon assez précise maintenant si le fœtus à naître porte ou non un allèle muté du gène tel qu'il présentera les troubles dont je viens de vous parler. Là, nous discutons des anomalies d'un programme génétique par transmission et des possibilités qu'il y a de détecter l'éventualité de cette anomalie. Mais il y a un autre aspect, une autre anomalie du programme génétique qui n'est pas transmise par l'hérédité, mais qui en quelque sorte s'autodéveloppe dans l'individu. C'est l'apparition d'un cancer chez quelqu'un. Est-ce que les moyens dont vous venez de parler sont utilisables pour l'identification de ce genre de processus? Et il commence à être utilisé. Je voudrais simplement dire tout d'abord qu'un cancer n'est pas contagieux et que, sauf exception, les cancers ne sont en général pas héréditaires. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il s'agit d'un phénomène d'hérédité cellulaire, c'est-à-dire qu'on a de bonnes chances de penser qu'en général, c'est une seule cellule qui est transformée en cellule cancéreuse et qu'elle transmet cette caractéristique à sa descendance. Les cellules se développent et elles se développent en échappant au système de régulation de l'organisme. Et ça, c'est apparemment l'un des facteurs les plus importants. Les cellules ne se développent pas plus vite, mais elles continuent à se développer alors que les autres cellules chez un adulte ont fini de se développer. Alors, comment les méthodes du génie génétique permettent-elles d'aborder ce problème? Elles permettent de l'aborder au niveau fondamental sans qu'on sache pour l'instant quel type d'application ça pourra avoir. Le fait le plus intéressant qui est apparu à l'aide de ces méthodes, c'est que chacun de nous porte des gènes qui, lorsqu'ils ne sont pas activés d'une certaine façon, semblent jouer un rôle important dans le développement et dans la différenciation, et que ces gènes se retrouvent dans toute la série animale. Donc, ils ont probablement un rôle très important à jouer. Lorsque l'un de ceux-ci se trouve sous forme mutée, et il semble, dans certains cas, qu'on ait montré qu'il en était ainsi, en particulier dans des carcinomes de la vessie, lorsque l'un de ceux-ci se trouve muté, et c'est le changement d'un seul nucléotide qui est en cause, il aboutit à un phénomène de cancérisation, à l'apparition de cellules transformées qui sont cancéreuses. D'autres phénomènes peuvent être mis en évidence si, par exemple, un gène qui normalement est inactif se trouve transporté à la suite d'un accident chromosomique à proximité d'un gène de régulation qui commande la synthèse d'autres gènes. À ce moment, il va se trouver activé et les produits de son action vont se trouver plus abondants qu'ils ne devraient l'être en temps normal. Alors, quels sont les rapports maintenant entre ce type de mutation ou ce type de transport à côté d'autres gènes sur le métabolisme cellulaire? L'une des hypothèses séduisantes actuellement consiste à dire que les gènes en question provoquent la formation de protéines qui sont nécessaires à la division cellulaire et que par conséquent, chez l'organisme qui s'est développé, ces gènes sont inactifs, sont silencieux, et que lorsqu'ils sont activés, ils permettent aux cellules qui portent ces gènes de reprendre leur cycle de développement, de reprendre leur cycle de division, et par conséquent de finir par faire beaucoup de dégâts, comme on le sait.
Alors pour résumer, on peut dire qu'il existe deux modalités possibles d'anomalie. Une première qui consiste en la transmission qui se trouve modifiée par un certain nombre de raisons que vous avez dites, et une deuxième à ne pas confondre qui est au moment où l'individu est déjà constitué dans son fonctionnement même. C'est ça. Dans le premier cas, c'est la constitution de l'œuf qui est en cause. Dans le second cas, c'est le contrôle de la division cellulaire qui est en cause. Et ce contrôle joue un rôle fondamental dans la construction de l'organisme, que ce soit à partir d'un œuf ou à partir d'une graine. Et c'est un aspect que nous aurons l'occasion d'étudier ensemble.